Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, à retrouver évidemment en replay chaque soir sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont toujours dans une phase de digestion, une digestion d'ailleurs qui s'accélère et qui laisse peut-être même place aux doutes et aux interrogations après le rallye généralisé de fin d'année dernière. Peut-être qu'il est le moment de s'interroger à nouveau sur les fondamentaux qui ont porté le rallye de fin d'année sur les marchés, à savoir l'idée d'une désinflation qui pourrait se poursuivre dans ce fameux dernier kilomètre de manière assez linéaire. Les doutes sont déjà là chez les investisseurs et les économistes, après des chiffres au Canada d'inflation ou au Royaume-Uni qui montrent une résistance encore de l'inflation et des surprises à la hausse désormais sur ces dernières marques d'inflation qu'on a pu voir au cours des dernières heures. On notera dans les facteurs de résilience côté américain la très bonne tenue des ventes au détail sur le mois de décembre, un mois clé évidemment pour la consommation avec une progression plus forte qu'attendue. Vous aurez le détail de ces chiffres dans un instant avec Pauline Gratel. Et puis tout cela évidemment amène les investisseurs à se réinterroger peut-être sur le calendrier des baisses de taux anticipées du côté des banques centrales, avec là beaucoup de prises de parole des banquiers centraux avant une nouvelle série de réunions à partir de la semaine prochaine d'ailleurs pour la Banque Centrale Européenne, des prises de parole à l'occasion notamment du Forum économique de Davos. Parmi les discours à retenir, l'interview de Christine Lagarde par exemple, qui elle aussi participe ou cherche à repousser les anticipations de marché. Elle admet toutefois qu'il est probable, tout à fait probable, potentiellement probable qu'il y ait des baisses de taux d'ici l'été du côté de la zone euro, d'ici le mois de juin. Elle confirme ce que nous disait Philippe Lane il y a quelques jours. Nous aurons des données dures, des données clés qui nous permettront de prendre une décision sur d'éventuelles baisses de taux cet été. Voilà donc où en est le marché aujourd'hui. Les taux longs remontent, on voit le 10 ans américain à plus de 4,10%. La volatilité sur les marchés actions qui reste quand même basse en absolu remonte d'un cran. On voit le VIX qui repasse au-delà de 15. Et puis, une des grandes interrogations de cette année reste la question chinoise avec un niveau de défiance maximal chez les investisseurs. Après les chiffres publiés ce matin qui montrent une croissance, alors certes, autour de 5%, 5% plus pour la croissance chinoise en 2023, mais on reste quand même dans le bas de ce qu'on a pu observer depuis plusieurs décennies maintenant en Chine, et puis une accélération du déclin démographique. On a vu un solde net négatif sur la population chinoise en 2023, et même quand on regarde simplement la population active en âge de travailler, on voit une perte d'effectifs de plus de 10 millions sur l'année écoulée en Chine. Les actions chinoises continuent leur plongeon. On a vu une baisse de plus de 3,5% pour la bourse de Hong Kong ce matin. Voilà donc pour le panorama. Discussion à suivre avec nos invités dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le thème des matières premières avec Benjamin Louvet, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Et c'est une baisse de plus de 1% pour les actions européennes au terme de cette séance. Le résumé du jour avec Pauline Gratel. Troisième séance de la semaine, troisième séance dans le rouge pour la Bourse de Paris qui recule très nettement avec un CAC qui aura perdu jusqu'à 1,5%, passant sous le seuil des 7300 points au cours de la séance. Dans les actus du jour, Christine Lagarde s'est exprimée sur Bloomberg TV. Au Forum mondial économique de Davos, elle déclare que la BCE est en bonne voie pour ramener l'inflation à 2%, mais que le combat sur les prix n'est pas encore remporté. Pour la présidente de la BCE, il faudra attendre la fin du printemps pour avoir une meilleure vision sur la dynamique des salaires et donc sur l'inflation. Le Royaume-Uni nous rappelle d'ailleurs aujourd'hui que le dernier kilomètre de désinflation n'est pas la partie la plus facile. On a vu une surprise à la hausse en décembre avec une inflation qui repart à 4% sur un an. Côté américain, les ventes au détail affichent une progression plus forte que prévue à plus 0,6% contre 0,4% prévu. Dans le sillage de ces statistiques, on constate que les taux poursuivent leur remontée jusqu'à plus de 4,10% sur le 10 ans américain.
L'autre gros sujet du jour, c'est la croissance chinoise. La deuxième économie mondiale affiche une croissance du PIB à 5,2% en 2023, loin de rassurer les investisseurs. On a vu les actions chinoises à Hong Kong plonger encore de plus de 4% ce matin. Du côté des valeurs, on note la dégringolade d'Ubisoft, moins 10% en 2 jours, après la dégradation d'un broker hier. Aujourd'hui, c'est le discours d'Emmanuel Macron qui pénalise le titre, après qu'il ait déclaré vouloir reprendre le contrôle des écrans chez les enfants. Dans la journée, l'action perd environ 6%. Forvia chute aussi d'environ 6% aujourd'hui après que Deutsche Bank ait abaissé son objectif de cours de 27 à 25 euros en raison d'un contexte jugé défavorable. Dans le secteur automobile, on notera que Tesla continue de baisser les prix pour ses modèles Y, cette fois en France et en Allemagne, après avoir déjà annoncé des baisses en Chine la semaine dernière. À ces valeurs en baisse s'ajoutent celles du luxe. LVMH, Kering et Richemont sont en baisse de plus de 3% dans le sillage de la publication des données économiques chinoises. Pour terminer sur une note plus positive, OVH Group gagne plus de 7%. Le marché salue le nouveau plan stratégique présenté ce matin et les objectifs financiers à horizon 2026. Demain, direction les États-Unis où les investisseurs prendront connaissance des permis de construire et des mises en chantier pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez est à nos côtés, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Didier Borowski de nous accompagner également. Bonsoir Didier. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute et Aymeric Didet avec nous également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la gestion de Pergame. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gérant à ce stade, Aymeric? Je le disais, la phase de digestion s'accélère un peu aujourd'hui. On voit un petit retour de volatilité sur les marchés actions, une volatilité toujours importante sur les marchés obligataires, sur les marchés de taux. Est-ce qu'on est encore simplement dans la digestion du rallye de fin d'année ou est-ce qu'on est déjà un peu plus avancé dans une forme d'interrogation ou de doute peut-être sur le scénario qui a été joué en fin d'année par les marchés? Oui, c'est sûrement une remise à plat du scénario, parce que c'est vrai qu'on a eu les annonces qui ont été faites en décembre, donc du pivot, de la fin de la période de hausse de taux de la part de la Réserve fédérale américaine et éventuellement de la BCE, mais clairement, on est en train de prendre en compte un nouveau scénario et un timing qu'on va un tout petit peu, comme ce qu'on a fait à la baisse, on va le faire à la hausse, on l'a fait à la hausse, on va le faire à la baisse également, on va postponer les objectifs de timing de baisse de taux. Donc c'est vraiment ce qui est en train d'être pris en compte par le marché dans la période actuelle, où on se dit que finalement ça ne va pas baisser si vite que ça, et on va rester avec des taux un peu élevés pendant un certain temps. Ça, c'est vraiment ce qui est en train de prendre en compte le marché. C'est pour ça que les taux longs qui avaient fortement baissé, anticipant quelque part une baisse rapide des taux courts de la part des banquiers centraux, sont en train finalement d'intégrer un scénario où finalement on va prendre le temps de mesurer. On l'a vu de la part de la Fed, ça c'est historique. Madame Lagarde, évidemment, dans ses discours, ne déroge pas à la communication, toujours suiveuse de ce qu'annonce la Fed. Malheureusement, on ne s'attend pas à des idées positives de Madame Lagarde. Ça serait un vœu pieux, mais clairement, le marché intègre aujourd'hui le fait qu'on va avoir des taux élevés pendant un certain temps, et c'est ça qui fait redescendre un peu les marchés, un peu seulement. Et ce décalage effectivement du calendrier de baisse de taux, il commence par le décalage de la première baisse de taux anticipée de la Réserve fédérale américaine dans l'esprit des investisseurs. La BCE sera suiveuse, vous le dites, Aymeric. Ce qui compte, c'est donc le timing de la première baisse de taux de la Fed, en l'occurrence. Exactement. Il faut savoir que les anticipations aujourd'hui, elles étaient quasiment à 70% dans le consensus pour une baisse de taux d'ici mars. Ouais. Donc on était quand même extrêmement élevé aujourd'hui dans les anticipations des analystes. Aujourd'hui, on est en train de faire baisser, on le voit, ce matin on n'était déjà plus qu'à 60, on sent que ça va être repoussé, et clairement on ne serait pas étonné qu'on descende rapidement à 50 voire en dessous pour justement une première baisse de taux d'ici mars. Bon, donc, avec des marchés très volatiles au fur et à mesure des données. J'ai en tête la semaine dernière, alors il y avait eu le CPI et puis ensuite les prix à la production. Le PPI était une surprise à la baisse à nouveau, donc le marché tout de suite s'est rassuré dans l'idée qu'il y aurait des baisses de taux rapides. Puis là c'est les ventes au détail qui viennent montrer qu'il y a encore un régime de consommation important aux États-Unis. Enfin, d'une donnée à l'autre, le marché peut changer de pied instantanément, d'une certaine manière. Oui, ça c'est devenu un peu
un peu le quotidien des gérants. On est obligé d'adapter son scénario. Après, il faut quand même avoir un scénario global, central, sur lequel on va se tenir pour le moment, qui est un scénario quand même un tout petit peu positif et constructif pour l'année 2024. Parce que, quoi qu'il en soit, on devrait quand même avoir à un moment de l'année des baisses de taux de la part des banques centrales. Je dis bien des banques centrales, à la fois de la Réserve fédérale et de la part de la BCE. Donc ça, c'est plutôt positif pour les investissements, tant pour les investisseurs obligataires que pour les investisseurs en actions. Donc c'est un scénario qui est quand même relativement positif. Après, à court terme, on doit quand même digérer déjà la hausse qu'on a eue exceptionnelle du mois de décembre. C'est un peu normal de la digérer début janvier. Maintenant, ça n'enlève pas le scénario global qu'on peut avoir à moyen terme, avec pas mal d'arbitrage par contre à réaliser, parce que justement les secteurs qui ont monté l'année dernière ne sont pas forcément ceux qui vont monter cette année, et là c'est toute l'adéquation en fait d'un portefeuille à une situation de court terme par rapport à une situation de moyen long terme. Très clair. On reviendra sur la partie investissement et ce qu'on peut projeter, alors dans une vision tactique et dans une vision peut-être plus stratégique. Sur le tempo des banques centrales et sur le tempo de la zone euro en tant que telle, Michel, là, qu'est-ce qui fait battre la croissance de la zone euro et qu'est-ce qui va pouvoir soutenir la croissance de la zone euro en 2024 ? À l'inverse, quels vont être les facteurs pénalisants ? Et quand vous faites un peu la somme de tout ça, qu'est-ce qui va caractériser cette année économique pour la zone euro ? Et ce que ça impliquera, bien sûr, pour la Banque Centrale Européenne. Alors nous, notre vue, c'est que la croissance va être molle, encore une fois, en dessous de 1%. On a 0,8% de croissance pour la zone euro en 2024, donc pas très différent de 2023. La différence, pour faire écho à ce qu'Amérique a dit, c'est qu'effectivement, on voit beaucoup d'hétérogénéité. Donc des secteurs qui vont continuer à croître et des secteurs qui vont baisser. Et c'est vrai tant du côté des secteurs que du côté des composantes de la demande du PIB. Alors les secteurs qui vont baisser, on pense évidemment à l'immobilier. Il y a tous les secteurs qui sont intensifs en énergie, la chimie par exemple, ça a beaucoup baissé 2022, 2023, ça va continuer. Les prix de l'énergie sont encore à des niveaux trop élevés pour qu'il y ait une demande adressée à ces secteurs. Et bon, c'est deux exemples. Des secteurs qui. Et là, c'est des secteurs typiquement qui font face à un problème de demande cette fois. Oui, c'est ça. C'est là. Oui, effectivement, j'aurais pu le préciser, mais l'idée qu'on a depuis la pandémie, c'est qu'il y a eu des chocs de demande et d'offres, et qu'en moyenne, la demande a été supérieure à l'offre. C'est de moins en moins vrai. Et comme c'est de moins en moins vrai, il y a des secteurs où c'est plus le cas du tout. Ouais. L'immobilier ou la chimie, par exemple. Mais il y a des secteurs où c'est encore le cas, beaucoup d'activités de services. Et alors, une des idées qu'on a, c'est un fort rebond de la consommation cette année, un bon rebond, mais qui peut être très fort si les ménages des épargnes. Les taux d'épargne sont très élevés en Europe. Pourquoi ce rebond ? Parce qu'il y a, normalement, avec la désinflation et la croissance des salaires, la hausse des revenus d'intérêt, et puis une politique budgétaire qui ne change pas beaucoup, on aura du pouvoir d'achat. Et si en plus il y avait un peu de baisse du taux d'épargne, il y aurait de la consommation qui serait au rendez-vous. Et puis, alors après, on est plus prudent en ce qui concerne l'investissement des entreprises, tout ce qui est secteur investissement, biens en capital, machines-outils, parce que là, effectivement, les marges des entreprises ont été très élevées et on pense qu'elles sont amenées à se dégrader avec la hausse des coûts salariaux. Et donc voilà, il y a moins d'investissement. Donc c'est ça qui rend peut-être la lecture difficile. C'est plus fragmenté. C'est très fragmenté. Paysage. Donc on peut très bien imaginer aussi avoir beaucoup plus les hausses des taux. C'est pas imaginer, c'est très probable que les taux de défaut augmentent beaucoup, mais que ce soit cohérent avec une croissance molle et pas de dégradation majeure du marché du travail. Ouais. Je reviens, c'est un sujet de discussion passionnant dont on a déjà discuté plusieurs fois avec vous, Michel. L'aléa à la hausse du consommateur, de la consommation des ménages, avec des taux d'épargne stratosphériques en France et en Allemagne notamment. Qu'est-ce qui peut déclencher un retour d'appétit du consommateur avec les montants d'épargne qu'il a pu suraccumuler au cours des dernières années ? Si on le savait. Et je sais, mais les Américains ont cette expression de la vibe session, c'est la récession, mais dans la perception, dans l'idée collective. Vous avez raison. Alors, si on regarde d'un point de vue fondamental
je pense que l'état du marché du travail, le niveau d'inflation, le taux d'intérêt justifierait une baisse du taux d'épargne. Donc il faut aller chercher ailleurs, à des facteurs de type confiance dans l'avenir, etc. Et épargne de prudence. Mais bon, après, une fois qu'on a dit ça, quand est-ce que ça se finit? Ça, personne ne sait répondre. Mais je pense que dans les perspectives macro, on n'a pas besoin que le taux d'épargne baisse pour que la consommation soit au rendement. Les taux d'épargne sont déjà très élevés, il faudrait qu'ils s'accroissent encore plus, compte tenu de la progression quand même du pouvoir d'achat qui semble assez probable. Est-ce qu'il n'a pas continué d'augmenter encore ce taux d'épargne en fin d'année 2023 Oui, très probablement. On est probablement 3,5 points en France au-dessus de la moyenne historique. Pré-pandémique. Après, il y a ça et là, il y a quand même quelques signes de rebond. Je pense que les ventes automobiles, par exemple, un peu partout en Europe, rebondissent. C'est vrai. Et en Allemagne, visiblement, on a eu le chiffre 2023 qui était très mauvais, mais qui cache une consommation qui aurait bien rebondi au 4e trimestre. D'accord. Ça commencerait après de longs trimestres de faiblesse. Ouais. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a élaboré ce scénario, Michel, quelles implications pour la politique monétaire ? Alors, ça va être lié à l'inflation. Nous, notre vue, c'est que la bataille pour la désinflation, donc quand on dit ça, elle s'est beaucoup opérée. Et maintenant, celle liée à l'énergie va être quasiment nulle, la désinflation liée à l'énergie. Donc, on parle d'inflation sous-jacente. Et là, notre idée, c'est que la bataille, elle est plus facile aux États-Unis qu'en zone euro. On voit une première baisse des taux de la Fed en mai, et pour la BCE, c'est plutôt seconde partie de l'année, donc les meetings de seconde partie de l'année, septembre, octobre ou décembre. Et là, la raison pour cela, c'est la dynamique des coûts salariaux unitaires. On est proche de 2 aux États-Unis. Donc en ligne avec... Donc on a une renormalisation, une normalisation de ces coûts unitaires du travail aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Et puis alors, d'un point de vue fondamental ou même empirique, ça marche assez bien. Coût salarial unitaire et puis c'est la base. Inflation sous-jacente, c'est quasiment comptable. Voilà, c'est quasiment comptable. Alors qu'on est à 6,5 au 3e trimestre. En Europe. Donc ça va ralentir. Les indicateurs ça va ralentir. Mais il faudrait que ça passe de 6,5 à en dessous de 3. En supposant que les marges des entreprises sont stables, voire se dégradent, en dessous de 3, passer de 6,5 à 3, ça ne nous paraît pas évident que ça s'opère... En 3 mois, quoi. Voilà. En 2 mois. Oui. Alors, et c'est peut-être pour ça que Lagarde parle de l'été. L'été, effectivement, après le printemps. On va attendre, parce que là, probablement que l'inflation sous-jacente va avoir du mal à descendre beaucoup à cause des coûts salariaux unitaires passés. Et il va falloir qu'on ait les coûts salariaux unitaires à venir du printemps pour savoir ce qui va se passer seconde partie 2024 et 2025. Bon. Et donc c'est pour ça que nous, on dit c'est peu probable pour nous au premier semestre. Qu'ils aient suffisamment d'évidence dure, solide, pour prendre une décision et un consensus sur une baisse de taux. Oui, alors après, il n'y a pas de règle écrite, mais nous, notre idée, c'est qu'ils veulent, les banques centrales veulent avoir un degré de confiance élevé dans leurs prévisions d'inflation, et ce degré de confiance, il est élevé à moins d'1 an, mais au-delà d'1 an, il devient beaucoup plus faible. Donc il faudrait avoir à moins d'1 an des prévisions d'inflation proches de 2, entre 2 et 2,5. Comment vous regardez le différentiel US, Europe et Fed, Banque Centrale Européenne Didier, est-ce que Jérôme Powell prend un risque à la Burns ? Il nous a parlé d'Arthur Burns, il m'a fait découvrir Arthur Burns il y a 2 ans maintenant. Est-ce qu'il prend ce risque-là aujourd'hui, Jérôme Powell ? Et à l'inverse, est-ce que la BCE prend un risque de prudence, d'inertie, peut-être un peu trop fort par rapport à une situation économique qui reste quand même fragile et vulnérable ? Oui, je pense que beaucoup de choses, Michel a déjà dit beaucoup de choses sur le plan de la politique monétaire européenne, je vais y revenir. Commençons par la Réserve fédérale. Aux États-Unis, on a vu une économie américaine qui a été particulièrement résiliente jusqu'à la fin de l'année, et encore aujourd'hui, on a les ventes au détail qui ont été particulièrement dynamiques, et qui montrent que l'entame du premier trimestre est plus solide que beaucoup ne l'anticipaient. Donc ça, c'est un premier élément qui va sans doute inciter la Fed à être plutôt prudente. Et c'est tout à fait en ligne avec les speeches récents de membres de la Réserve fédérale qui consistent à dire c'est prématuré d'agir. Et nous, notre sentiment qui n'a pas changé, soit dit en passant, depuis septembre dernier, c'est-à-dire que depuis septembre, on pense que la Réserve fédérale a des marges de manœuvre pour baisser les taux, parce que le taux réel des Fed Funds augmente mécaniquement avec la baisse de l'inflation, et que compte tenu du ralentissement que l'on anticipe pour cette année, qui peut être assez marqué, il nous semble que la Réserve fédérale ne voudra pas laisser le taux réel des Fed Funds augmenter. Donc ça ne veut pas dire un assouplissement monétaire,
c'est éviter un durcissement supplémentaire des conditions monétaires si la désinflation se confirme. C'est un recalibrage. C'est un recalibrage qui est normal, parce qu'on est très au-dessus du taux d'équilibre, donc il fait sens. Si on a un ralentissement économique et qu'on a de façon associée une forme de désinflation cyclique liée à ce ralentissement économique, et donc on anticipe qu'on revient à 2% d'ici 12 mois, il est tout à fait rationnel de commencer à baisser les taux d'intérêt. Mais sûrement pas à court terme. Sûrement pas à court terme, il y a trop d'incertitudes encore. Alors on a parlé de l'épargne en Europe, un mot sur l'épargne aux États-Unis, il y a de l'épargne excédentaire. Alors l'épargne excédentaire, une fois encore, c'est pas un concept comme le PIB, hein. C'est une construction statistique. Hein. Donc il faut qu'on se donne une référence, et là on peut faire différents calculs de volume d'épargne excédentaire, et selon les calculs qu'on fait, eh bien on voit qu'elle est soit complètement mangée aux États-Unis, soit il en reste encore un peu sous le pied, et ça peut soutenir la demande des ménages. Et donc j'ai envie de dire, les ventes au détail qu'on a en début d'année semblent montrer que du côté de l'épargne et ménage, c'est à confirmer, mais il y a peut-être encore les ménages américains en ont peut-être encore un peu sous le pied, à confirmer. Donc prudence quand même sur la résilience américaine. Ceci étant dit, le gros du soutien de l'épargne aux États-Unis à la consommation, il est derrière nous. Bien sûr. Il est derrière nous. Donc il y a un fort ralentissement économique qui va venir. Et du côté de l'investissement en biens d'équipement est assez faible. Le gros du boom de l'investissement américain, il a eu lieu avant le premier semestre. L'impulsion, elle est faite. Le gros de l'impulsion est fait. Je pense qu'on a déjà un ralentissement de l'investissement. Je pense que les multiplicateurs fiscaux ne seront pas aussi élevés cette année. Donc on n'aura pas les deux grandes surprises qu'on a eues l'an dernier. Donc pour nous, il y a un fort ralentissement de l'économie américaine qui doit s'accompagner d'une poursuite de la désinflation. Et si tel est le cas, ça ouvre la possibilité d'une baisse de taux de notre point de vue au mois de mai. Mais je ne suis pas très loin de ce que disait Michel. Mois de mai ou mois de juin, personne ne sait. Du côté de l'Europe, la situation est très différente parce que, Michel le disait, il y a des niveaux d'épargne qui sont très élevés. Les ménages européens ne veulent pas les consommer. On ne sait pas trop ce qui pourrait déclencher la mobilisation de cette épargne. Les ménages européens bénéficient certes de la remontée de leurs revenus réels, mais enfin, il y a quand même des coûts de l'énergie dans certains pays avec le retrait des mesures de soutien qui vont peser quand même sur le pouvoir d'achat des ménages et ajouter à l'incertitude globale. Donc, il n'est pas dit qu'il soit mobilisé. Donc, on est quasiment en récession technique au second semestre 2023. Si on compare les États-Unis à l'Europe, on avait quasiment 3% sur 12 derniers mois. On a quasiment 3% de croissance aux États-Unis. On a 0 en zone euro. Donc ça reste. Donc il y a un écart de cycle. Et la croissance va rester très atone dans les 2 trimestres qui viennent. Donc on est face à quelque chose qui va préoccuper tôt ou tard la Banque Centrale Européenne. Donc de notre point de vue, ça donne... Alors je suis entièrement d'accord avec la dynamique des coûts salariaux unitaires. Il y a plus de raisons de voir de l'inertie sur l'inflation sous-jacente en Europe qu'aux États-Unis, parce que le vrai déterminant de l'inflation sous-jacente, c'est les coûts salariaux unitaires qui sont assez inquiétants, et je pense que ça va retenir la Banque Centrale Européenne. Ceci étant dit, si on a un ralentissement marqué aux États-Unis, si on a une désinflation qui se poursuit, même si c'est plus poussif que l'anticipaient les marchés à la fin de l'année dernière, ça donne quand même une marge de manœuvre pour une première baisse au mois de juin. Mais vous voyez, on est dans l'épaisseur du trait sur le timing. La BCE elle-même ne sait pas quand est-ce qu'elle fera sa première baisse de taux. Mais il nous semble que pour l'ensemble de l'année 2024, et là encore, on n'a pas changé notre fusil d'épaule depuis septembre dernier, il y a 125 points de base à peu près de baisse de taux qui sont possibles en zone euro. Donc une fois qu'on aura une confirmation de cette pression désinflationniste, parce qu'il y a une partie non négligeable des pressions inflationnistes en Europe comme aux États-Unis qui sont liées à la demande quand même. Et donc on aura une désinflation cyclique qui va finir par se matérialiser, mais en effet, avec la dynamique des coûts salariaux unitaires, qui, soit dit en passant, est liée aussi à la faible productivité, parce qu'il y a un écart de croissance, il y a un écart de productivité qui est très élevé entre l'Europe et les États-Unis, et donc on a un problème en Europe du côté de l'inertie à la baisse de l'inflation. Donc voilà, pour vraiment précipiter ce que les marchés avaient en tête à la fin de l'année dernière, qui a précipité le rallye obligataire dont on a parlé plus tôt, pour vraiment aller dans cette direction, il faudrait avoir une désinflation beaucoup plus marquée, ou un ralentissement très puissant avec des risques de récession majeure ou des risques on n'y est pas. Donc voilà, on n'y est pas. Il suffit pas d'avoir une croissance atone pour avoir une inflation durablement sous contrôle. Et puis alors, le dernier argument qui, à mon avis, est un argument fort, c'est les banques centrales ont tardé à reconnaître la pression inflationniste. Il serait quand même assez ironique qu'elles soient extrêmement précoces dans la réaction aux premières tendances désinflationnistes qu'on mentionne, et surtout pour la Banque Centrale Européenne. Là, il y a vraiment un risque de crédibilité en jeu. D'autant plus qu'il y a des risques externes de choc d'offres possibles de cette année avec ce qui se passe. Mentionnés régulièrement par les banquiers centraux européens. Qui sont quelque chose qui doit rester quand même sur les écrans radars et qui doit préoccuper la Banque Centrale Européenne. Pas de raison d'être précoce dans l'assouplissement monétaire à ce stade, même si la croissance est exceptionnellement molle ces jours-ci en zone euro. Ça nous amène à la question des marges. On ouvre la séquence des résultats d'entreprise, la partie microéconomique, Aymeric, avec cette question effectivement des coûts unitaires, des salaires. Est-ce que les entreprises ont encore une capacité, un pouvoir à fixer les prix
à la sortie de leur production face à un certain nombre de coûts financiers qui auront pu augmenter, à commencer par les coûts salariaux. D'autres prix ont baissé en amont, hein, bien sûr, mais là, on est sur la dynamique des salaires à plus de 6%, comme le rappelait Michel. Est-ce que ça va se traduire déjà directement dans les marges des entreprises pour les publications qu'on attend ? Est-ce que c'est une question de quelques trimestres devant nous ? Comment vous regardez la situation ? Et qui va être le plus affecté par un phénomène possible de compression, de réduction des marges ? C'est dès maintenant, en fait, que ça se passe, où aujourd'hui, on va regarder dans les publications à la fois, évidemment, les niveaux de chiffre d'affaires qui vont nous donner l'état du pricing power des entreprises, parce que, évidemment, on peut voir un chiffre d'affaires en soi, mais il faut voir la croissance en volume et en prix. Bien sûr. Parce que, très clairement, c'est la décomposition qui va nous permettre de pouvoir voir s'ils arrivent encore à passer des hausses de prix et donc à préserver leur niveau de marge. Parce qu'en effet, les coûts salariaux ainsi que les coûts financiers ont évidemment abîmé potentiellement les entreprises, les bilans des entreprises, notamment pour la deuxième partie de l'année 2023. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va regarder très clairement. Mais on va regarder les niveaux de marge avec un regard un tout petit peu différent suivant les secteurs. Parce qu'il est clair qu'il y a des entreprises qui sont des champions du monde de la fixation des prix et de la capacité qu'ils ont à garder des prix en phase avec les niveaux de marge normative qu'ils recherchent. Je pense notamment à l'ultra-luxe, ce genre de secteur, où on risque d'avoir des baisses potentiellement de chiffre d'affaires, mais le niveau de marge, ils vont peut-être arrêter de monter déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on pense à peu près acquis et qui justifie par exemple les 25% de baisse qu'on a eu sur certains grands acteurs du luxe. Pic de marge dans le luxe, quoi. On risque d'avoir quand même un pic de marge là-dessus. Et on va retourner sur finalement des taux de croissance plus normatif, c'est-à-dire que historiquement, c'est des groupes, par exemple, qui font à peu près autour de 7% de croissance. On était plus aux alentours de 10 ces deux, 3 dernières années. On va peut-être revenir un petit peu en dessous de 7 maintenant. Donc c'est ce que reprice le marché, parce qu'on voit le luxe qui sous-performe quand même depuis quelques mois maintenant. Exactement, et c'est ce qui justifie le repricing qu'on a eu aujourd'hui dans le secteur du luxe. Mais là aussi, ça va vraiment être très spécifique, entreprise par entreprise. Et les niveaux de marge, c'est un sujet qui est majeur. Mais il n'y a pas que ça qu'on va regarder, surtout dans les publications qu'on a actuellement dans les entreprises, c'est qu'est-ce qui nous donne comme perspective. Parce que tout va être dans le discours futur. Les niveaux de marge, on a un peu tendance à penser qu'on l'accepte, ça y est, on est conscient que le pic est là et qu'ils vont être attaqués sur ces sujets-là. Par contre, ce qui est primordial, c'est de voir les structures de bilan, qui a du refinancement. On entend beaucoup de refinancement arriver pour 2024 et 2025. Donc là, aujourd'hui, c'est devenu des sujets majeurs pour les entreprises, avec des taux qui restent élevés et qui potentiellement, du coup, comme on le disait, risquent de rester élevés. Donc pour les entreprises, c'est un sujet majeur. Donc la capacité à garder des bilans sains, c'est primordial. On a vu le rush du primaire en début d'année, là, alors que les taux s'étaient un peu détendus par rapport à il y a quelques mois. On a vu tout de suite la fenêtre d'opportunité que ça représentait pour certains émetteurs corporate et États également. Bon, après, les États ont des programmes d'émissions tout au long de l'année, mais c'est clair qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une fenêtre de tir, les entreprises se disent il faut sécuriser ce sujet-là. Le sujet des fixations de prix, des marges, c'est du day-to-day business. Les sujets de financement, ça engage sur très long terme. Donc aujourd'hui, quand il y a des fenêtres de tir, ils essaient de loquer ces taux-là en se disant, au pire, on les repricera si nécessaire. Parce que c'est toujours la même chose quand on emprunte. On peut aujourd'hui rembourser et repricer plus tard. Donc c'est très clair qu'aujourd'hui, c'est des sujets extrêmement importants. Donc sur les publications qu'on commence à avoir, c'est un niveau de capacité de pricing power. Ça, c'est le primordial pour garder les marges, mais également tous ces sujets de perspective et de financement. C'est vraiment les métriques sur lesquelles on va le plus s'attarder sur les publications. Où est-ce que vous voyez le plus d'asymétrie aujourd'hui entre la valorisation boursière d'une entreprise et son momentum bénéficiaire? Où est-ce qu'il y a le plus d'asymétrie ou d'optionnalité pour vous là, dans le marché aujourd'hui? Alors, on va aller, là pour le coup, on va faire déjà du géographique. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à plutôt aller là où la consommation tient bien, tient fort. Donc c'est-à-dire plus aux États-Unis. Ça, c'est le premier sujet. Ils sont en avance sur le cycle. Très, très nettement par rapport à l'Europe, qui est un peu la zone au milieu des conflits, entre les conflits à l'Est, Moyen-Orient, qui impactent les matières premières potentiellement. On a aujourd'hui beaucoup plus de sérénité à investir pour le moment
aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est les secteurs d'activité. On va quand même encore privilégier les grandes entreprises et plutôt les valeurs de croissance parce que on le voit, leur capacité à aller chercher du nouveau business est quand même important. Ils ont des bilans sains et surtout, ça leur donne une capacité à aller faire du M&A. Parce qu'on n'a pas l'impression, mais il y en a eu beaucoup Q4 et même depuis 15 jours, on continue à avoir des opérations importantes sur les valeurs de croissance. Donc ça, c'est un signe assez bon, de bonne tenue de ce secteur-là. Donc c'est pour ça qu'on continue à privilégier pour le moment ce secteur-là. Et on attend évidemment, on a été rassuré par les premières publications du secteur financier aux États-Unis, typiquement. JP Morgan, toujours très bon dans la publication. C'est pour ça que finalement, on sent que la situation est saine aux États-Unis. On a été plutôt rassuré pour le moment à ce qu'on a vu du côté américain. Européen, on commence tout juste, donc on a les premières indications. Mais c'est clairement ces sujets-là qui vont être très regardés dans les. Mais je comprends, enfin, vous me dites tech américaine, croissance, on compte encore sur les 7 magnifiques, quoi. Enfin, je veux dire, on ne sort pas de cette histoire-là. Plus les mêmes. On commence à d'accord. être plus sélectif. Ça aussi, c'est une nouveauté. D'accord. On va sortir dans les 7 magnifiques quelques acteurs pour éventuellement en trouver d'autres. Donc clairement, on va faire bouger un tout petit peu les portefeuilles. Pareil, dans les secteurs d'activité, il y a des secteurs, par exemple, qui vont être beaucoup plus intéressants cette année. Je pense par exemple au secteur de la santé, de la medtech, qui aujourd'hui a fini quasiment cette période horrible de déstockage où il y avait surstocké, surdéstocké après. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Donc il y a tout un environnement de valeurs dans le secteur de la santé qui deviennent extrêmement intéressants. C'est pareil, dans les secteurs de croissance et dans la tech, il y a les 7 grandes superbes, mais à côté, si on prend le secteur du software ou même la cybersécurité, on est tout juste sur des niveaux de valo historiques. Donc ça donne un potentiel de revalorisation assez net, assez fort. Juste là, vous parlez de cybersécurité et de JP Morgan, c'est le chiffre qui m'a subjugué aujourd'hui. Donc c'est la patronne de JP Morgan Wealth Management qui est à Davos. On lui parle de cybersécurité. Le nombre de tentatives d'intrusion informatique au quotidien pour une banque mondiale comme JP Morgan, c'est 45 milliards. 45 milliards de tentatives d'intrusion informatique chaque jour autour des systèmes de JP Morgan. Non, mais je trouve qu'en termes d'incarnation du risque cyber, c'est quand même, c'est démentiel, je trouve. Et c'est 15 milliards de budget IT, un budget en progression chaque année. C'est 15 milliards de budget IT chez JP Morgan l'an dernier, 62 000, je crois, staff, équipes, membres dédiés à l'IT dans un groupe comme celui-là. Et Diamond a toujours l'habitude de dire que c'est lui le premier recruteur d'IT au monde. C'est pas Apple, c'est pas Google, c'est pas Meta. C'est une banque comme la sienne, quoi. Mais tout à fait. Mais le secteur de la cybersécurité, c'est un secteur qui a un boulevard. Le secteur du software, c'est la composante qui aujourd'hui offre quelque part le plus de visibilité sur son chiffre d'affaires. Et pénurie de main-d'œuvre extrême. Là, on me dit à chaque fois qu'il y a 3 millions de postes ouverts dans le métier de la cybersécurité qui ne sont pas pourvus. C'est typiquement un secteur qu'on aime fortement très bien dans. J'ai encore des pénuries. Michel, dans certains secteurs, c'est ce que je veux bien qu'on dise un mot de la Chine quand même. Alors Didier et ou Michel, je sais pas, parce que c'est vrai que parlant de l'Europe, il faut quand même aussi qu'on regarde un petit peu côté chinois. Bon, rien n'y fait. Les chiffres publiés ce matin, que ce soit la croissance, que ce soit les chiffres de décembre, je parle même pas des chiffres de démographie, il y a une défiance maximale qui ne trouve pas de plancher pour l'instant. Non, parce que la Chine est en pleine transition. Plus rapide que beaucoup ne le pensent, donc une transition vers un régime de croissance beaucoup plus faible dans les années qui viennent. De notre point de vue, on se rapproche dans les 2 années qui viennent inéluctablement d'un niveau de 3% de croissance qui correspondrait. Et c'est plus faible que ce qu'on imaginait antérieurement, parce qu'on avait tous en tête quand même que les chiffres de la croissance double digit, c'était fini quand même. Oui, non, mais ça fait plusieurs années qu'on disait la croissance potentielle chinoise va ralentir, on va avoir une tendance structurelle au ralentissement du fait de la démographie, mais pas seulement. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, la crise immobilière est sévère. Et ça, là, elle a été sous-estimée, particulièrement en début d'année dernière. Elle est toujours là. Elle va continuer d'avoir un impact, puisqu'il y a un excès d'offres, il y a un excès d'endettement. C'est une crise de désendettement qu'on voit, qui est déflationniste par nature. Donc, c'est exactement ce qu'on voit en Chine. Et les autorités ne veulent pas, savent très bien que la crise immobilière, il faut la purger. Et ça ne sert à rien de laisser... De lutter contre. Par contre, il faut éviter les effets d'entraînement sur le reste de l'économie, sur la consommation, sur l'investissement, etc. Et donc, il y a
petits pas, il y a des plans de stabilisation. Un premier qui a eu lieu au 4e trimestre, il y en aura probablement un deuxième. Ça peut être accompagné par de l'expansion monétaire si nécessaire. Les Chinois ont les moyens d'éviter un hard landing de leur économie, mais il faut avoir en tête que la crise immobilière qui n'est pas terminée masque un ralentissement plus structurel de l'économie chinoise qui ne va pas continuer de croître au rythme de 5% l'an. Donc ça nous paraît évident. Donc on est en deçà du consensus sur nos anticipations à 2 ans de la croissance chinoise. Donc le plus dur, c'est de différencier ce qui est lié à la crise immobilière conjoncturelle et structurelle, ce qui est plus structurel et qui nous semble être le sens de la... Michel. Oui, je pense que je ferai aussi quelques parallèles avec ce que j'ai dit précédemment sur la zone euro. Donc croissance molle, donc, pour faire écho à ce que Didier, il y a une baisse de la croissance potentielle, donc sachant que la population, comme vous l'avez rappelé, en âge de travailler baisse, donc s'il y a 3% de croissance potentielle, ça fait 3% de gain de productivité, c'est correct. Ouais. C'est très correct. Choc de productivité. Voilà, c'est finalement 3%, ça peut être des bonnes années après, dans quelques temps, on n'a pas encore ça en tête, mais voilà, donc les curseurs changent. Et puis, une croissance à 3% en Chine, ça peut être une croissance de... 3 ou 3,5. Oui, non, mais nous, on est plutôt à 3,5. Pas le niveau, mais ça peut être une qualité suffisante de croissance pour un pays comme la Chine. La croissance est 3,5. Avec une démographie c'est ce qui permet la prospérité commune, même si maintenant, encore une fois, à court terme, l'objectif, c'est plutôt 5%. Donc l'objectif de 5%, il va être dur à atteindre. Après, un autre parallèle avec la zone euro, je parlais beaucoup d'hétérogénéité. Didier a parlé du secteur immobilier, effectivement, puis avec une volonté de restructurer la dette, une dette immobilière d'ailleurs qui n'est pas détenue par des banques privées, donc il n'y a pas à craindre de moment les mannes, c'est le secteur public, c'est les collectivités locales, ça va être réordonné, restructuré dans le temps qu'il faudra, mais ça a un impact sur l'investissement en construction, infrastructure, donc ça c'est des secteurs qui sont plutôt en baisse, même si probablement l'essentiel de la baisse est derrière nous, hein, vu les niveaux. L'ajustement, une partie en tout cas est faite, quoi. Ou même le gros, même le très gros est fait, donc ça peut pas beaucoup baisser par rapport. Mais on voit qu'il y a d'autres secteurs qui sont en croissance. Les chiffres c'était dit de ce matin ont révélé, par exemple, un investissement en investissement CAPEX, quoi. Oui, bien sûr. Robotisation. On peut parler de tout ce qui est technologie verte. Donc, c'est pareil, à savoir en tête qu'il peut y avoir... croissance molle, c'est le nouveau normal. Non, mais derrière ça... Des moteurs à la baisse et des moteurs à la hausse. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, ils ont, comme vous dites, le secteur immobilier, poids lourd, plus gros marché immobilier du monde, complètement enlisé, et en même temps, ils sont booming sur des thématiques majeures, le véhicule électrique, la transition, etc. Et on voit quand même que d'ailleurs... La transition climatique... Et ils sont même... Ils n'arrivent plus à saturer leur marché domestique, qu'ils en sont contraints d'exporter leurs véhicules électriques vis-à-vis du reste du monde. Et donc, comme c'est pas aux États-Unis, c'est en Europe que ça va se passer. Parce que je comprends qu'il n'y a pas de saturation des capacités de production et qu'il n'y a pas la demande domestique pour absorber tous les véhicules électriques qui vont être produits comme ils auraient aimé le voir peut-être plus sur le plan national, quoi. Oui. Donc ça les oblige à revenir sur ce modèle d'exportation. Oui, mais en montant dans la chaîne de valeur. Mais en montant dans la chaîne. Et en étant sur des technologies qui, normalement, devraient beaucoup se développer dans les décennies à venir. Donc, encore une fois, ce n'est pas des lectures macro simples qu'il faut avoir. On ne peut pas dire, c'est la catastrophe. Non, en fait, c'est des analyses par secteur qu'il faut avoir. Qu'est-ce que, sur la Chine, après, heureusement, tout le monde n'est pas obligé d'être investi en actions chinoises. De moins en moins le sont, peut-être, d'ailleurs, aujourd'hui, Aymeric, mais c'est toujours un marché qu'on regarde forcément. Et je disais, il n'y a pas de bottom pour l'instant. Hong Kong perd encore 3-4% ce matin. Non, pour le moment, on ne veut pas encore voir... C'est divisé par deux, plus de 2. MSCI China a perdu plus de 60% depuis le pic de début 2021 pour le marché chinois. Ça commence à être un peu long pour la descente aux enfers. Il y a plusieurs choses. C'est vrai que le point de vue démographique est extrêmement puissant, mais il rappelle aussi que la Chine n'a pas la même horizon de temps que les pays plus développés. Eux, ils ont le temps avec eux, ils ont l'argent, puisqu'ils ont les fonds nécessaires s'ils ont besoin de relancer leur économie. Ça, c'est aussi des points de vue qui sont extrêmement importants. Et puis, on le voyait, le Premier ministre chinois à Davos a quand même annoncé que du fait de devoir exporter, il encourageait la réouverture du commerce avec la Chine. Donc, c'était quand même un point assez important. Ça puisse marcher un peu dans les deux sens. S'ils ont besoin des marchés
extérieur, il faut bien que... Là où on a vu beaucoup de refermetures des marchés, de toutes les grandes économies développées se sont quand même refermées sur elles-mêmes. Les entreprises cherchent à réinternaliser leur chaîne de production. Donc, et là, on a quand même le Premier ministre chinois qui dit bon, ça commence à devenir un peu compliqué aussi chez nous. Donc, on serait prêt un petit peu à se réouvrir. Un des chiffres clés, c'est qu'en 23, on a une baisse historique, j'ai jamais vu, je crois, des investissements directs étrangers en Chine. Exactement. Mais pas dans les émergents. Mais pas dans les émergents, juste en Chine. C'est pas le complexe émergent qui est stigmatisé de manière générale. Mais il y aura un point qu'il va falloir de toute façon adresser cette année, c'est la réélection potentielle de Donald Trump, parce que ça aussi, ça va être un très gros sujet, notamment pour le commerce mondial et pour éventuellement le commerce avec la Chine, entre les relations entre ces grandes puissances économiques. Ça va être tout un sujet, parce que ça va être plein d'annonces. Quand on parlait tout à l'heure on n'aura pas de surprises positives, on peut avoir des promesses de campagne énormes qui peuvent être faits. C'est pour ça que souvent on dit que les marchés actions montent pendant les périodes d'élections américaines, les années d'élections américaines, parce que justement on a de potentiels effets d'annonce pendant cette période-là. Donc Trump, on le sait, pour le moment est ce candidat. Oui, il y a un gros potentiel d'effets d'annonce. Et lui, évidemment, c'est celui qui a le plus de potentiel d'effets d'annonce, et donc ça donnera inéluctablement potentiellement de la volatilité dans les marchés. Bon. Pendant 10 mois, on va vivre au rythme du scénario What if Trump, Didier ? Oui, ça c'est assez probable. On surestime peut-être ses chances de gagner. On surestime peut-être ses chances de gagner. Je pense qu'on sous-estime, dit autrement, le fait que Biden puisse l'emporter. Donc ça c'est un premier élément, ça c'est notre conviction. Mais ça, donc on va rester dans l'incertitude comme d'habitude jusqu'au dernier moment. Donc c'est vrai, ça va agiter tous les esprits et des investisseurs pendant de nombreux mois. Je pense que ça a déjà un impact, je pense, en termes de politique économique sur ce que fait l'Europe. De mon point de vue, alors c'est un pas ricochet, mais de mon point de vue, l'accord très rapide qui a été obtenu sur les règles budgétaires, on ne peut pas exclure qu'il soit lié à une prise de conscience qu'il est temps vraiment d'agir et quitte à couper la poire en deux et avoir un résultat qui n'était pas à la hauteur des anticipations il y a un an sur les règles budgétaires. Mais ça va au-delà de ça. Quand on voit le Premier ministre belge ce matin dire c'est le risque Trump, c'est maintenant qu'il faut agir, je crois que c'est une prise de conscience qui doit se faire maintenant des Européens qui ne peuvent pas ignorer le risque, la probabilité que Trump soit réélu. Ils ne peuvent pas ignorer le fait qu'on puisse avoir des tensions commerciales majeures entre les États-Unis, la Chine, entre l'Europe, la Chine, entre l'Europe et les États-Unis. Et par conséquent, il est vraiment grand temps de se préparer à des lendemains qui déchantent potentiellement à l'échelle internationale. Et c'est maintenant que ça se joue. Et ça aurait dû jouer plus tôt. Et c'est vrai du côté de la défense, c'est vrai du côté de l'autonomie stratégique, c'est vrai aussi, plus largement, du côté d'union des marchés des capitaux, parce que sans union des marchés des capitaux, il n'y aura pas de financement de la transition énergétique. Voilà. Donc il y a plein de gros dossiers qui sont sur la table. Et je pense que plutôt que de réfléchir à qu'est-ce que va faire Trump, parce que nul ne le sait et nul ne sait s'il va être élu, c'est en termes d'action publique, c'est maintenant que ça se joue. Et on se hedge maintenant. On se hedge maintenant contre le risque Trump. Et il faut accélérer la consolidation des institutions en Europe et la capacité pour avoir des outils de réaction au cas où. Voilà, c'est ça le sujet. Et en quoi, là, quel lien vous faites avec le cadre budgétaire mal ficelé, rapidement trouvé, c'est ça ? Le cadre budgétaire mal ficelé, il hypothèque d'une certaine façon le financement de la transition énergétique, parce que là, il y a une grande question après 2027. Mais l'avantage, c'est qu'on l'a fait vite et qu'on l'a fait avant Trump. On l'a fait vite, et puis le sujet est derrière. Parce que ça va, voilà. Et puis maintenant, on va pouvoir se concentrer, je l'espère, en Europe, sur des grands dossiers fondamentaux pour les prochaines années, qui sont l'union des marchés des capitaux, qui sont aussi que faire en termes de défense et d'autonomie stratégique en Europe pour se préparer au cas où. Et ça, c'est important, quoi qu'il arrive, parce que des risques géopolitiques sont devant nous. Et ça, c'est un sujet qu'on voit tous les jours dans l'actualité. Oui. Voilà. Oui. Comment se hedge contre le risque Trump Michel. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Je crois qu'on est un peu moins optimiste que Didier sur les changements institutionnels en Europe, et en particulier les changements de règles budgétaires. À mon avis, elles ne vont pas changer grand-chose par rapport à la trajectoire de consolidation budgetaire. Non, mais comme dit Didier, l'objectif était d'avoir un accord, quel qu'il soit, pour pouvoir passer à autre chose et se concentrer peut-être sur d'autres... L'accord, il ne change rien, quoi. Oui. Il ne change rien dans la consolidation budgétaire. Ouais. Donc, politiquement, ça fait plaisir à quelques pays, mais bon, en pratique, ça n'a pas changé la trajectoire de consolidation budgétaire entre avant et après. Donc, et indépendamment de ce qui va se passer aux États-Unis. Donc après, oui, pour l'instant, il est un peu tôt de discuter du programme de Trump. On n'a pas beaucoup de détails.
Mais c'est vrai que quand on regarde à quelques lignes, il y a des lignes qui suggèrent qu'il pourrait y avoir pas mal de turbulences pour l'économie mondiale et pour l'économie européenne. Je pense qu'en ce qui concerne le commerce mondial, en ce qui concerne aussi les accords sur le changement climatique, visiblement, ça impliquerait un renoncement aux accords passés. Oui, ça bousculerait peut être un peu quand même le chien dans un jeu de quilles, comme on dit. Voilà, ouais. Bon, oui, c'est vrai qu'on en parle peut-être trop tôt, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on parle déjà beaucoup de ça. Non, mais il est nécessaire d'en parler. Oui. Surtout nécessaire d'agir. Oui. Pour les Européens. C'est ça le sujet. Eh bien, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Didier Borowski, Amundi Institute, Michel Martinez, Société Générale CIB, Aymeric Didet, Pergame était avec nous en plateau. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste d'Ophi Invest AM, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest Asset Management, Benjamin Louvet à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Un commentaire quand même, parce que alors je regarde les prix du pétrole, mais c'est tout le compartiment, le complexe commodities qui est très volatile en ce moment et on peut, j'imagine, faire un lien assez direct entre les tensions géopolitiques immédiates, celles du Moyen-Orient, de la mer Rouge aujourd'hui. Enfin, le pétrole, c'est du plus 3, moins 3, quasiment en continu, quoi. Alors, il y a le pétrole et puis il y a les autres matières premières. Il y a, je vais dire, trois facteurs majeurs qui influent. Un facteur géopolitique, vous le disiez, surtout sur le pétrole. On a aujourd'hui 10% du trafic pétrolier mondial qui passe par la mer Rouge. Donc forcément, ce qui se passe par la mer Rouge en ce moment est assez compliqué et peut entraîner un peu de volatilité. Néanmoins, ça n'interrompt pas le flux pétrolier et ça le détourne simplement, donc ça le ralentit, ce qui peut être un problème. Maintenant, il faut voir aussi qu'il y a des exportations américaines qui sont très élevées. Il y a des réserves de production de la part de l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui sont disponibles, ce qui maintient quand même un réservoir d'offres. Voilà, un réservoir d'offres et qui garde un marché relativement serein. C'est pour ça que les prix ne s'envolent pas malgré tout ce qu'on a pu connaître en mer Rouge. On a aussi eu beaucoup de remous dans le secteur pétrolier aux États-Unis qui sont passés dans une logique. C'est un analyste pétrolier américain qui a trouvé cette formule que je trouve bien de Drill America First. L'idée étant que les pétroliers, les gros groupes pétroliers se sont attachés à acheter ce que j'appellerais de la duration courte, pour reprendre une terminologie financière. S'il y a des puits de pétrole de schiste qu'on peut mettre en production très rapidement et arrêter beaucoup plus rapidement pour être beaucoup plus réactif. Et donc, il y a aujourd'hui un petit peu de réassurance du marché de ce fait-là. Ça, c'est pour le premier point. Après, on a deux facteurs macro, je dirais, qui influencent beaucoup les matières premières et qui justifient la volatilité. On a des prix qui sont fortement à la baisse sur les matières premières après avoir rebondi au mois de décembre. Il faut voir que sur le mois de novembre et sur le mois de décembre, les taux réels à 10 ans aux États-Unis ont rebaissé de 40 centimes en novembre et 38 centimes en décembre. Donc, on avait pricé des baisses de taux qui ont beaucoup impacté positivement les matières premières. Je vous rappelle, quand les taux baissent, les matières premières n'ayant pas de rendement, le désavantage des matières premières diminue, donc le prix des matières premières a tendance à remonter. Et on est plutôt en train de pricer le fait qu'il y aura un peu moins. Oui, voilà, c'est vrai. Les taux vont baisser peut-être un peu moins vite que ce que pensait le marché. Et puis il y a un troisième point, c'est la Chine. On a eu les chiffres récemment de la croissance en Chine qui restent désespérément bas. Et ça, pour les matières premières, c'est extrêmement important. Je vous rappelle que la Chine, aujourd'hui, consomme 50% des métaux de la planète, est un très gros consommateur de pétrole aussi. Donc forcément, tant qu'il y a des doutes sur la Chine, c'est difficile d'avoir une meilleure vision, une vision plus positive sur les matières premières. Mais il ne faut pas oublier une chose quand même, Grégoire, c'est qu'on est dans la période qui précède le Nouvel An chinois, qui traditionnellement est une période d'activité plus lente en Chine. Donc le Nouvel An, c'est le 10 février, et on a 15 jours de festivités, donc jusqu'au 24 février. C'est plutôt une période de restockage de matières premières pour le secteur, pour le secteur manufacturier chinois. Donc ça justifie aussi cette faiblesse qu'on constate aujourd'hui. Maintenant, il y a de très bonnes raisons d'être optimiste pour la suite, parce que la situation, a priori, sur la politique monétaire va s'arranger, va devenir plus accommodante, ce qui est bon pour les matières premières. La Chine a annoncé un certain nombre de mesures qui sont plutôt positives. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé en 2023, les prix des matières premières, dans l'ensemble, ont plutôt baissé.
sur les métaux, ça a été relativement sensible. Le cuivre s'en est plutôt bien sorti, à cause d'un facteur exogène qui était un peu surprenant et qu'on n'a pas vu venir, pour être tout à fait honnête, parce que c'est la première fois que ça se passe comme ça. On a eu l'impact du Covid. Et l'impact du Covid en Chine a été très différent de l'impact du Covid dans le reste du monde, parce que les mesures d'accompagnement du gouvernement chinois pendant le Covid n'ont pas été les mêmes. Oui. Et donc, quand on est sorti du Covid, les premiers chiffres de consommation en Chine ont été excellents. Je vous rappelle, en avril, les ISM sont au plus haut depuis 2012. En avril 2023. Donc on a vraiment une reprise très forte. Et puis là, les Chinois se disent, attention, le taux de chômage des jeunes est au plus haut, on n'a pas la même épargne, et donc ils redeviennent tout de suite beaucoup plus prudents. Et les entreprises deviennent prudentes et n'achètent pas de matières premières sur les marchés internationaux, donc les prix baissent. Mais quand on regarde les chiffres de la consommation de cuivre en Chine l'année dernière, plus 9,5%. La consommation de la plupart des métaux augmente simplement. Ils ont tiré sur leur stock. Et donc, syndrome de la tomate, on en a déjà parlé. Le prix d'une matière première, il est instantané. Quand vous allez au marché le dimanche matin, ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a beaucoup de tomates pour faire le prix. C'est pas comme une action où on valorise les flux futurs. Et donc, les prix ne se sont pas redressés. Mais on a validé la première chose, qui est la thèse d'investissement des fonds qu'on peut avoir sur les métaux qui sont nécessaires, selon nous, pour la transition énergétique. C'est l'inélasticité de la demande des métaux au cycle économique. Si on a une correction modérée des cycles économiques, de la croissance, la hausse de la demande générée par la transition énergétique, la Chine a installé cette année, on dit que la Chine ne fait rien pour le climat, autant de renouvelables que le monde entier l'année dernière, pas il y a 10 ans, autant que le monde entier l'année dernière. Et donc cette demande génère un surcroît de demande de métaux qui est indifférent au cycle économique. Et donc on a eu cette année des ISM qui étaient très mauvais en Europe, 18 mois consécutifs de contraction, 13 mois consécutifs aux États-Unis, une mauvaise croissance en Chine. Malgré tout, la demande de cuivre augmente de 10% en Chine et de 4% au niveau mondial. Donc cette inélasticité, elle est en train d'arriver. On a simplement ce retard lié au lag, lié à l'apurement des stocks créés pendant les 2 ans où l'économie chinoise est restée fermée. Dans le monde de la transition énergétique, c'est la réflexion qui me vient, et je rappelle qu'il y a une stratégie métaux dédiée, justement Energy Strategic Metal chez Ophi Invest AM, pour jouer ce play de la transition à travers les métaux. Ça veut dire que le cuivre, Dr Copper, va l'être de moins en moins. Alors Dr Copper devient... voilà, Dr Copper est mort, longue vie à Dr Green. En fait, le copper, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. Oui, je sais. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans une éolienne, vous avez, selon la taille de l'éolienne, entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Vous avez du cuivre pour les réseaux. On a réalisé cette année qu'on était très en retard sur le développement des réseaux électriques. Il faudrait doubler le réseau électrique. C'est la distance Terre-Soleil qu'il faudrait faire en câble posé pour assurer la transition énergétique. Donc, la demande de cuivre est de plus en plus importante, mais pour la transition énergétique. Et donc, Dr Copper deviendrait Dr Green est probablement un très bon indicateur de la santé de la transition. C'est ça, ça deviendra un baromètre de la transition, alors que historiquement, ça a été vu comme un des meilleurs baromètres de la conjoncture mondiale instantanée. Exactement. Ouais. De moins en moins, enfin, c'est pas qu'on l'utilisera pas pour la conjoncture mondiale, oui, bien mais sûr. L'augmentation des volumes liés à la transition est tellement énorme que cette année, on a eu une baisse de l'activité, mais la hausse côté transition était tellement importante que ça s'est soldé par une consommation de cuivre en hausse. Pas sur les prix, parce qu'il y avait ces stocks à apurer. Aujourd'hui, les stocks sont quasiment au plus bas, donc on pense qu'on arrive au début. Nous, on a fait notamment un gros pari sur le cuivre. Pour 24. Oui, parce que c'est un métal sur lequel il y a des contraintes énormes sur l'offre. Il y a eu cette année le Panama, dont on parle assez peu, parce que c'est un petit pays, mais il y a une mine de cuivre au Panama, qui est la mine de Cobre Panama, qui a été l'objet de beaucoup de disputes cette année entre le gouvernement et l'exploitant de la mine, qui s'appelle First Quantum Minerals. Et il se trouve que le gouvernement, en novembre, a déclaré le contrat d'exploitation de la mine par First Quantum inconstitutionnel, et donc la mine est fermée. Elle restera fermée au moins jusqu'aux élections panamènes en mai, et probablement, plus durablement, c'est 1,5% de la production mondiale de cuivre qui disparaît. On a Anglo-American qui a annoncé des problèmes sur des gisements où la roche est plus dure que prévu, donc ils n'arrivent pas à produire autant qu'ils voudraient. On n'a pas de nouvelles mines qui arrivent sur le marché en quantité suffisante, et donc cette année, on s'attend à un déficit de production de cuivre par rapport à la consommation. Sauf que je vous rappelle, Grégoire, un déficit sur un marché de matières premières, c'est pas possible. On ne peut pas consommer une matière première qu'on n'a pas. Donc il faut équilibrer le marché. Et pour équilibrer le marché, il n'y a qu'un seul moyen, c'est que le prix monte.
Un truc, moi, qui me fascine dans le paysage des matières premières, je vous ramène au pétrole, c'est que les États-Unis n'ont jamais autant produit de pétrole qu'aujourd'hui, avec un nombre de drills ou de puits, je ne sais pas comment vous dire, de forage, Qui n'est pas considérablement réduit. Ben oui, considérablement réduit par rapport au pic qu'on a pu avoir il y a quelques années. Mais c'est pas forcément Sous administration Biden, je le précise, qui a toujours refusé, je crois, de recevoir les lobbies pétroliers ou les patrons des grandes entreprises pétrolières. Disons que ceci étant que des prix du pétrole qui restent contenus, dans le cadre d'une année présidentielle, ça déplaît pas forcément complètement à Joe Biden. Non. Mais non, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle, parce que cette hausse, justement, vu qu'on n'a pas plus de forage, elle est forcément liée à autre chose. Et cette autre chose, a priori, c'est lié à des gains de productivité court terme. Pourquoi ? Parce que les compagnies de pétrole de schiste ont décidé de forer pendant des durées plus longues dans la journée, donc de faire des forages qui vont être plus rapides, entre guillemets, sur des forages plus longs, plus proches les uns des autres. Et ce qu'on constate, c'est que ça entraîne une augmentation de la productivité immédiate. D'accord. Donc la production augmente plus vite. Par contre, les taux de déplétion, la déplétion est plus forte. Et donc au final, l'ultime qu'on récupère est en train de diminuer, et donc le coût moyen d'un baril est en train de monter autour de 75-80 $. Et donc ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué pour les producteurs de schiste américains. Et l'autre problème, c'est que les puits étant trop proches, des fois les fractures du puits, c'est ce qu'on appelle les puits par enfant, d'un puits rejoignent les fractures d'autres, la pression baisse et donc vous récupérez moins de pétrole. Et donc, certains commencent à s'inquiéter du fait que la production de pétrole de schiste aujourd'hui continue à progresser, mais qu'elle pourrait peut-être atteindre son pic, et à ce moment-là, on atteindrait un pic tout pétrole, quelque part d'ici la fin de l'année 2024 ou début 2025. Et là, on commencera à entrer dans une situation compliquée. Pas tout de suite, parce que l'Arabie Saoudite a ses 2 millions de barils par jour de réserves qu'elle a arrêté. On accélère l'avenir, quoi. Mais on va très vite s'approcher du moment où il va falloir qu'on passe à autre chose, quoi. Vous avez réfléchi à ce que ça impliquerait si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche pour les questions d'énergie, de matières premières Alors, il y a deux choses dans le retour de Donald Trump. La première, ce sont les énergies. Là, Patrick Pouyanné avait fait une déclaration que je trouvais intéressante. Il disait, compte tenu des tensions sur les prix d'énergie à venir, avec la transition énergétique, les investissements que ça nécessite, Donald Trump pourrait essayer de se refermer un peu sur lui-même. Il pourrait le faire plus facilement sur le gaz que sur le pétrole. Parce que sur le pétrole, malgré tout, il y a des problèmes de qualité. Vous savez, tous les pétroles ne se valent pas, et les États-Unis ont du mal aujourd'hui, ne peuvent pas fonctionner qu'avec leur pétrole. Ils ont besoin d'importation de pétrole, et donc l'arrêt des exportations de pétrole serait problématique. L'arrêt des exportations de gaz, ou la pression sur la réduction des exportations de gaz, serait un vrai sujet pour nous. Parce que on dépend maintenant, depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, de plus en plus des importations de LNG, enfin de gaz naturel liquéfié, et un des gros pourvoyeurs sont clairement les États-Unis. Donc ça pourrait être un sujet. Bon, maintenant, on ne va pas prévoir le pire. La production de gaz de schiste se passe très bien aux États-Unis, donc ils ont des volumes à exporter. Mais s'ils décidaient, par exemple, de réduire le charbon, ils pourraient avoir besoin davantage de gaz. Je rappelle que les réductions d'émissions de CO2... On sécurise des contrats d'approvisionnement long terme sur ces histoires de LNG. Mais je rappelle quand même que la réduction des émissions de CO2 aux États-Unis n'a jamais été aussi importante que sous l'administration Trump. Ce qui est quand même un paradoxe, parce que comme on a eu l'explosion du gaz de schiste, les industries ont utilisé de plus en plus de gaz et de moins en moins de charbon, et ça a entraîné une réduction des émissions de CO2. Sur les autres matières premières, ce qui va compter, c'est l'IRA. Est-ce qu'on continue l'Inflation Reduction Act ? Et là, deux choses. C'est difficile pour Trump de l'arrêter parce qu'il ne peut pas le faire sur un executive order. Il devra faire appel aux chambres. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que quand on regarde les chiffres, les États qui profitent le plus de l'IRA, c'est les États républicains, et notamment le Texas. Donc ça semble difficile pour lui de complètement mettre fin à ça. Il est peut-être âgé, Biden, mais il sait quand même faire de la politique. Quand il a fait le mapping de l'IRA et des subventions de l'IRA, ils ont bien vu que verrouiller les États républicains... Parfois, dans certaines de ces déclarations, on s'interroge, mais finalement, politiquement, ça passe pas. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour votre éclairage sur le compartiment Como, matières premières, et le métal et les métals de la transition, le cuivre en premier lieu, notamment. Benjamin Louvet, directeur de la gestion matières premières chez Ophi Invest AM, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.